dans nos pays, lorsque un Européen de quelque pays qu'il soit tombe dans des problèmes dans nos pays africains, vous voyez comment son pays se lève. Et à la limite, on vient même vous l'arracher pour dire qu'on va le juger chez lui. C'est ça. Partout où ils sont, ils savent que leur pays est derrière eux. Est-ce que les Africains ont cette assurance? Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Vous êtes en insécurité partout où vous êtes et vos États ne se soucient même pas de votre existence. Nos ressortissants au Liban, par exemple. Voilà. La situation, la guerre. Voilà, des femmes qui sont parties au Koweït, qui sont maltraitées, mais l'État ne fait rien. Absolument rien. Donc nous devons, quand on parle de l'État, qui a ses devoirs envers le citoyen, l'État doit prendre conscience de ses devoirs et savoir que quiconque est né ici et a la nationalité ici a besoin de la protection de son pays, partout où il se trouve. Partout où il se trouve. Et nous devons pouvoir nous manifester quand nous sommes dans ces pays-là et commencer à voir quand même quelques bribes d'action de nos États en notre faveur. C'est ça qui rassure les gens et qui fait qu'ils ne basculent pas dans le terrorisme ou bien dans le service à d'autres qui les appellent pour aller même contre leur pays. Monsieur Emmanuel Dossou, il a parlé de... Bon, ce n'est pas l'objet. Les gens qui nomment les gens de leur région, tout ça, bon, ce n'est pas l'objet du cours, mais c'est une réalité. C'est une réalité. J'ai voulu juste dire que lorsque vous avez un parcours qui n'a pas été moulé dans le militantisme, parce que le militantisme vous met en contact avec des gens de diverses régions, de diverses compétences, des gens de partout dans le pays. Lorsque vous avez ce parcours militant et que vous vous retrouvez à un poste de responsabilité, les premières personnes auxquelles vous pensez ne sont pas vos parents et vos amis. Hein. Ce sont ces gens avec qui vous avez fait un parcours, vous avez fait des combats ensemble et vous avez partagé des idéaux. De plus en plus, il faut reconnaître que nous élisons des gens qui n'ont pas de militantisme chevillé au corps et ça aussi, ça fait partie de nos problèmes ici. Monsieur Jean de Dieu Couton, vous avez posé des questions qui sont assez pertinentes. Hein? Comment se présente l'intégration régionale aujourd'hui? Il est déjà parti. Hein? Je suis là. Ah, vous êtes là, d'accord. L'intégration régionale est malade. L'intégration régionale est malade dès lors que, parce que j'ai été consultant pour la CEDEAO pendant des années, et quand j'ai vu le glissement, puisque nous, au début, on a travaillé sur les questions de frontières pour la CEDEAO, les questions de circulation de biens et de personnes pour la CEDEAO. Après, j'ai vu que la CEDEAO était plus qu'occupée par les questions de gouvernance, les questions de politique. Dès lors qu'on a introduit ces aspects nouveaux dans le fonctionnement de la CEDEAO, on a déplacé les préoccupations de la CEDEAO. Donc, quelques chercheurs sont là, s'occupent des problèmes de transhumance et autres, mais vous n'en entendez plus parler. Donc, l'intégration régionale se porte très mal en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez, c'est pour ça que la CEDEAO a volé en éclats en un rien de temps. Vous avez demandé comment en 70 les Touaregs se sont mis en guerre. Oh, il y avait la CEDEAO. Et ça, je ne vais pas dire que c'est la faute à la CEDEAO. J'ai parlé dans mon intervention de réétatisation. Vous vous souvenez? Quand les gens de l'Azawad ont voulu créer l'État, quand les Occidentaux ont vu que le Mali était trop vaste pour être un pays et qu'il faut le couper, et comment ils y sont pris pour couper le Mali avec la naissance du MNLA. La CEDEAO, financée donc par ces pays qui avaient leurs objectifs, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Donc, quand les Touaregs se sont soulevés dans cette rébellion, ils ont fait le travail comme on le leur a demandé aussi, hein. Mais en même temps, c'était un peu pour distraire et exploiter ces pays qu'on a mis exprès en guerre. J'ai parlé du livre de Choguel Maïga sur les rébellions en Afrique, dans le nord du Mali. Choguel Maïga en parle vraiment amplement. Monsieur Gilles, cette question, bon,
Je n'ai pas bien compris. Il a parlé de la vallée de l'Ouémé. L'État a-t-il su jouer son rôle dans la promotion de cette vallée? Vous connaissez la réponse. La réponse est non. La réponse est non. Ben, tout ça parce que les ambitions n'ont pas été encore à la hauteur de ce qu'il faut. Parce que, effectivement, cette vallée est une vallée à mettre en valeur pour le développement. Encore une fois, ce n'est pas l'objet de notre rencontre, mais c'est important de poser cette question et de savoir qu'elle peut faire l'objet d'une communication à un moment ou à un autre. J'ai entendu parler, le père Pacom, bon, vous avez dit l'État, c'est le gouvernement, j'ai tiqué, vous avez remarqué que j'ai tiqué quand vous avez dit ça. L'État, ce n'est pas le gouvernement, ce sont ces confusions-là, ces restrictions, ces réductions de terminologie que nous faisons qui font que nous nous trompons parfois de combat. L'État, quelqu'un a dit dans la salle, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Donc l'État, ce n'est pas seulement le gouvernement. Le gouvernement fait partie, mais l'État, c'est nous tous. Et c'est surtout la prise de responsabilité, la prise de conscience de chacun. Madame Rouinou a parlé des valeurs. Merci, ma soeur, de parler des valeurs. Et les valeurs, oui, j'en ai fait un combat politique, c'est vrai. Et ici, revenons dans le cadre de notre communication, parce que j'ai toujours parlé de valeurs avec vous, mais dans le cadre de cette communication et dans ma conclusion, ou sur la partie sur les confessions religieuses, j'ai insisté sur les valeurs que j'ai appelées les valeurs cardinales et les valeurs théologales. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le cadre des confessions religieuses. Et la mise en application de ces valeurs-là, dans ce cadre, en accord avec l'État, peut bien nous aider. La mise en accord avec l'État autour de ces valeurs peut bien nous aider à combattre le terrorisme. Et ce sont les confessions religieuses qui sont les plus indiquées. Lorsque vous développez les valeurs cardinales comme la prudence, vous développez les valeurs comme la tempérance, la force et la justice, dans un cadre concerté et harmonisé avec l'État comme partenaire, les populations vont vous écouter. Les chrétiens parlent le même langage, les musulmans parlent le même langage, les religions endogènes parlent le même langage, les ONG, les organisations de la société civile parlent le même langage. Vous voyez que ça ne peut que s'étendre et conscientiser les gens. À cela, nous allons ajouter les valeurs théologales plus partagées par l'Église catholique, la foi, l'espérance, la charité. Et lorsque vous mettez en place des cadres de dialogue avec les populations, vous parlez de ça en prenant vos responsabilités, bien sûr. Il ne faut pas aller parler des valeurs sans mettre en place une école, un centre de santé, et tout ce qu'il faut, des routes et des conditions qu'il faut. Lorsque vous les entretenez comme ça, les gens vont se sentir, ils vont d'abord se sentir frères, se sentir appartenir à la terre du Bénin et à l'Afrique. Quand ça manque, le terrorisme a son nid. Le 15e intervenant nous a parlé, j'ai oublié son nom, qu'il m'excuse. Est-ce que vous rassemblez des scientifiques pour en parler? Parce qu'il m'a écouté, il me demande si je rassemble des scientifiques. Nous faisons plutôt des communications dans des cadres précis. Bon, qu'est-ce que ces communications deviennent? Je crois qu'il revient aux organisations qui nous invitent, l'IAJP donc, il revient aux organisations qui nous invitent de prendre en compte tout ce que nous disons et puis de les porter là où on doit les porter. Qui sont ceux qui recrutent les terroristes, les abandonnés? Il a posé la question. Bon, l'Observatoire du radicalisme et des conflits en Afrique, dirigé par un certain Bakary Sam, cet observatoire a fait des études avec des précisions assez importantes sur la Donga, sur la Takora, sur le Borgou, pour voir, nous dire qui sont ceux qui recrutent les abandonnés et qui font d'eux les terroristes. En même temps, l'Observatoire a fait des propositions. Et ce serait bien que ces études-là interviennent dans le cadre du groupe de recherche qui sera mis en place pour étudier cette problématique. Il y a un prêtre qui a parlé de revoir la charge thématique de la représentativité en démocratie. Bon, c'est aussi une proposition qui aura tout son sens dans le débat que nous allons faire sur la démocratie
je l'assume, je le dis et je l'assume. Quelqu'un en a parlé pour dire quelles sont les propositions que nous faisons. Depuis plus de 20 ans, j'en parle. La réforme du système partisan, j'ai tellement travaillé là-dessus. Je ne me retrouve pas vraiment dans ce que vous dites démocratie parlementaire, démocratie, régime présidentiel, régime parlementaire. Ce n'est pas tout ça encore, c'est copier-coller. Les gens, ils ont adapté ça à leur histoire. Nous avons quelle histoire? Et comment nous allons l'adapter? Les propositions ont été faites, les réflexions ont été faites par d'autres aussi. Et ce serait bien qu'un jour, on ait un colloque ou un symposium qui aborde la question et nous allons en parler. Un pays acéphale, quelqu'un a sorti le mot, j'ai tiqué aussi. Ah, j'ai dit non. Nous ne pouvons pas dire ça. Acéphale, ça veut dire qu'il n'a pas de tête. Nous avons des têtes, que les têtes soient un peu penchées, un peu tordues, droites ou trop droites. Peut-être elles sont trop droites aussi ou trop rondes. C'est autre chose, mais on a des têtes. Ça, il faut reconnaître, nous avons des têtes. Ce que nous avons réussi le plus depuis 1960, c'est de faire les têtes. Et les têtes, c'est ce que j'appelle le toit de la maison. Le toit, c'est les institutions, c'est l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Nous avons réussi ça, mais nous n'avons pas réussi les appartements. Les appartements, ce sont les secteurs de développement. L'agriculture, la santé. Nous n'avons pas réussi ça. Mais quand le colon est parti dans la précipitation, on s'est attelé seulement à travailler sur la tête. C'est ça. Donc, quand on parle de coûts constitutionnels aujourd'hui, nous sommes dans les séminaires les plus élevés. Quand on parle de l'exécutif, nous sommes dans les séminaires les plus élevés. Le législatif, l'Assemblée nationale, nous allons au Ghana ou en Suisse ou partout pour parler. Mais quand on parle de l'agriculture, quand on parle de la santé, quand on parle de l'éducation, nous sommes où? Ce sont les appartements. Et les appartements reposent sur l'unité nationale. La fondation de la maison, c'est l'unité nationale. Qu'est-ce que nous faisons? Et c'est la construction de l'unité nationale qui va nous éviter le terrorisme. Donc, quand on aura travaillé sur la fondation, donc l'unité nationale et surtout les appartements, les toits vont se mettre en place d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'on descende un peu de nos nuages en pensant que la Cour constitutionnelle a dit, on n'a plus rien à dire. Voilà une aberration. La Cour a décidé, on n'a plus rien à dire. Et on écrit ça dans les textes, ces décisions sont sans recours. Et nous disons ça en Afrique, nous chantons ça en Afrique. Alors que nous avons des préoccupations, on n'a pas l'eau partout, on n'a pas l'électricité partout, on n'a pas à manger, on n'a pas des jeunes engagés pour travailler. Et on dit, quand ça parle, on ne doit rien dire là-dessus. Donc, revoyons un peu notre approche pour approfondir nos réflexions sur ce que nous avons appelé dans cette salle la défaillance de l'État. Je crois que c'est l'essentiel des questions qui me sont adressées. Hein. Qu'est-ce qui bloque la monnaie? Bon, ça c'est une question d'ordre général que nous allons reprendre. Madame Saka Saleh a posé sa question: comment repenser la CEDEAO pour qu'elle trouve solution aux problèmes des pays? Comment est-ce qu'on va la répondre? C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Si nous savons ce qu'on appelle intégration régionale, ben nous allons le faire. Tout ira. Vous avez vu l'Europe, comment ils se sont construits à partir de quelque chose, qui les rassemble, qui les rassemble et leur ressemble. Ils ont pu édifier quelque chose. C'est une occasion. L'IAJP donc peut encore faire quelque chose. Bon, et Monsieur Dosouvi Kokou, hein, il a posé une question sur la CPI et Israël. Qu'est-ce que nous en pensons? Ben c'est bien si on commence par interpeller des pays comme Israël, les Gbagbo vont se frotter la main et les Africains vont se frotter la main pour comprendre que la CPI n'est pas destinée seulement aux Africains, parce que c'était l'impression que nous avions, que c'est un truc créé seulement pour nous juger. Et j'avoue que c'est ce que je croyais aussi. Donc, depuis qu'on a commencé à interpeller, suite à ce qui se passe à Gaza et qui doit interpeller même tout humain
que vous soyez européen, africain ou n'importe quoi, ça doit vous interpeller. Qu'on tue des gens comme ça, un génocide programmé, et l'ONU ne dit rien. Voilà autre chose, un grand machin. J'ai travaillé pour les Nations Unies, c'est vrai. Un gros machin qui est là et qui se tait parce que les puissances occidentales lui imposent le silence sur certains dossiers. Donc que la CPI interpelle Israël, ben on va se frotter les mains, nous les Africains, pour savoir que d'autres iront, à part nous, d'autres iront, pourvu que ça aboutisse, bien sûr. Ensuite, Madame Yimassou, chaque pays donne au terrorisme sa définition. Quelle est la définition que Mme Zanou en donne sur le terrorisme en Afrique du Sud? Vous savez, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Et vous connaissez la violence de l'apartheid. J'ai travaillé, j'ai écrit un article dans une revue Vioutou que nous animons avec quelques professeurs récemment. J'ai été chargé d'écrire un article sur la jeunesse africaine. Et c'est en travaillant sur cette problématique, en faisant mes recherches, que j'ai vu la gravité de ce que les Sud-Africains vivent. L'apartheid a laissé des séquelles énormes. Énormes. Donc ce que nous vivons en Afrique du Sud, ce n'est pas le terrorisme, hein, c'est la violence née des conséquences créées par l'apartheid. Les grosses frustrations qui sont venues de l'apartheid ont créé chez les Noirs une sorte de frustration qui a donné de la violence. Et c'est une violence, je dirais encore, violente. C'est une violence violente. Et quand vous ne l'étudiez pas de cette façon, vous allez croire que c'est du terrorisme, c'est une défiance vis-à-vis de l'État. Non. Le terrorisme, c'est les postures qui visent à déstabiliser l'État, à défier l'État. Alors que là-bas, ça ressemble plus à du banditisme. C'est une violence qui est dans leur cœur, qui est dans leur âme et qui s'exprime. Il va falloir du temps. J'ai découvert ça et j'ai été très triste. Hein, très triste. Madame Fanou, les régions abandonnées, bon, les religieux font un travail, c'est vrai, mais si nous avons un cadre de concertation avec l'État, l'État partenaire, ben, il n'y a pas de raison. Parce que l'État ne peut pas tout faire aussi. C'est pour ça que nous invitons l'État à prendre ses responsabilités et aussi à devenir partenaire des structures qui sont déjà sur place et non fermées. Le père Goudiola a dit, on ferme un centre de santé parce que l'Église ne peut pas payer un médecin à 500 000. Alors que, bon, on peut payer un médecin à moins que ça, mais dans le cadre d'un partenariat, ils vont rester là, soigner les populations. On aurait évité les actes de terrorisme comme on en connaît. Donc c'est ce que je vais vous répondre en donnant juste un exemple. En France, j'ai une amie qui est médecin et je ne suis jamais allée la voir au boulot. Et puis un jour, je suis allée, on devait déjeuner et je suis allée à son travail pour combattre. Et c'est là où j'ai vu qu'elle s'occupait des enfants mongols. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas les enfants mongols là en France. Parce qu'on n'en trouve pas chez nous. On peut en voir dans la rue, on en voit partout. Et ils ne sont pas pris en charge. Mais c'est un centre où ils sont nombreux. Nombreux, les parents vont les déposer et puis il y a des médecins qui s'en occupent. On les envoie dans des parcs, on les envoie dans des centres de jeux. Il y a des éducateurs pour eux. Et j'ai dit, mais Françoise, c'est de ça que tu t'occupes? Ah, je n'ai jamais su. Vous voyez? Ça, c'est l'État. L'État a pris ses responsabilités par rapport à ces enfants-là. Donc, les enfants sorciers, les enfants, tout ce que vous avez dit là, l'État peut prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces enfants en partenariat avec les acteurs religieux ou d'autres structures ONG qui sont sur le terrain. Narcisse Tchomenti, mon cher frère, je crois que tout ce que vous avez dit, ce sont des contributions, une belle analyse. On a travaillé longuement sur ces problématiques-là. Le plan d'action de Lagos, j'en dis juste un mot. C'est le plan le plus complet conçu par l'Afrique, le plan d'action de Lagos. Le NEPAD a été inventé après pour contrer le plan d'action de Lagos parce que le plan d'action de Lagos était dans une dynamique de financement auto-entretenu par les chefs d'État, par les États africains, alors que le NEPAD, sur lequel j'ai travaillé encore quelques mois après à Genève, il était pour être financé de l'extérieur. Abdoulaye Wade soutenait, c'était pour bloquer le plan d'action de Lagos. Donc, je vous répondrai que ça a été tué dans l'œuf. Et ça me permet donc de confirmer ce que j'ai dit au professeur Alain Bi, que l'Afrique doit quitter cette logique de recommencement à zéro chaque fois.
On nous a pris le plan d'action de Lagos, on nous a interdit de le concrétiser. On nous a amené le NEPAD, ça n'a pas prospéré. Et puis depuis, nous sommes là à tourner en rond dans le cadre de l'intégration régionale. Donc je pense que les dirigeants africains et surtout les peuples africains doivent s'accrocher à leurs intérêts stratégiques. Vous devez reconnaître vos intérêts stratégiques et vous y accrocher, tout en reconnaissant que vous appartenez à un monde où les gens vont chercher sur la base de leurs intérêts à vous déstabiliser. Mais si vous êtes accroché à vos intérêts stratégiques, mais vous n'allez pas être ébranlé par les autres qui ont besoin de vos ressources à vil prix et qui ont besoin de vous diviser pour pouvoir avoir vos ressources à vil prix. Monsieur Prosper, enfin, démocratie en Afrique, oui, j'en ai parlé souvent et j'en parle toujours, nous devons adapter. Juste les modèles des États que je vous ai donnés. Monsieur Dejila est là pour nous parler de l'exemple suisse. J'ai connu une dame qui était ministre des Affaires étrangères quand je travaillais pour la coopération suisse et qui, quelques années après, est devenue président et après retournait encore ministre. Vous pouvez avoir ça chez nous ici. Vous pouvez avoir ça ici. Ah. La reine d'Angleterre, vous avez vu le nombre d'années qu'elle a eu à faire là. Elle est partie tranquillement, son fils a hérité, mais le pays marche parce qu'ils ont un système partisan qui fait que les partis politiques se relaient dans la gestion du pays. Donc, chacun a adapté la démocratie en respectant les principes fondamentaux. Chacun a adapté ça à son histoire. Et nous, nous avons refusé ça. On a importé, on a copié. Et là, c'est la source de tous nos problèmes. Moi, j'ai fait des propositions dans ce cadre. Peut-être qu'il va falloir qu'on se voit pour que j'échange avec vous, pour vous dire ce que j'ai proposé pour ne pas monopoliser la parole. Mais la réflexion a été faite, les propositions ont été faites. Et nous devons y travailler. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Les gens vont quitter leur couloir pour devenir président et vous imposer leur mode de fonctionnement et vous n'allez pouvoir rien faire parce qu'ils ont toute la force. Et pendant qu'ils sont là, vous ne pourrez rien. Et après, vous allez encore recommencer sans jamais tirer leçon de nos erreurs. Donc, la répétition est pédagogique. J'ai essayé de faire un peu les choses. Les valeurs en politique, vous dites qu'on en parle. Ici, je parle des valeurs éthiques. Tout à l'heure, on a parlé des valeurs morales, des valeurs cardinales et des valeurs théologales. Mais il y a des valeurs éthiques en politique. Il y a 5 que je mets en avant. La responsabilité. Il faut assumer ce qu'on fait. Aujourd'hui, est-ce que les gens assument tout ce qu'ils ont fait? S'ils n'assument pas, ils ne sont pas responsables. Deuxième valeur, le respect. Le respect a 3 composantes. Le respect de soi. Respecte-toi toi-même. Le respect de l'autre, il faut savoir que l'autre, il faut le respecter, quel que soit son niveau, même si c'est un gardien, même si c'est un portier, même si c'est un cuisinier, il faut le respecter, le respect de l'autre. Et puis le respect du bien public, ça ne vous appartient pas. Donc voilà le respect dans ces 3 composantes. Ensuite, il y a la vérité. Les gens pensent qu'en politique, il n'y a pas la vérité. Moi, je la définis comme la cohérence entre le dire et le faire. Ce que tu dis, il faut faire. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas dire que tu peux faire. Et les peuples vont te suivre. C'est la cohérence entre le dire et le faire. C'est tout la définition que moi je donne à la vérité. Et puis après, il y a l'humilité. L'humilité vous permet de comprendre que les autres aussi peuvent avoir des vérités. Ce n'est pas vous qui savez tout. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'ériger des fétiches. Et les fétiches pensent que c'est eux qui savent tout. Et qui peuvent tout penser pour nous. Et nous, nous sommes là seulement pour subir. L'Africain doit sortir de ça. Nous devons sortir de cela. L'humilité. L'humilité. Et surtout quand on vous élit à ce poste élevé de responsabilité, même si c'est avec un score élevé, il faut savoir que vous devez cultiver le dialogue et surtout savoir que vous êtes l'employé des gens, du peuple. C'est le peuple qui est votre employeur. Donc vous devez écouter ce peuple-là. Tant que quelqu'un n'est pas dans cette disposition-là, on doit s'en méfier. Et maintenant, la solidarité. Il faut que les plus riches payent pour les plus pauvres. Ça aussi, on a fait des réflexions là-dessus. On ne peut pas tous aller à l'école publique ensemble. Nos enfants, envoyer nos enfants à l'école publique et se dire que celui qui a des moyens, le haut cadre qui a atteint à 1,12 va payer le même montant que la vendeuse du coin de rue, alors que les enfants font à l'école. Si vous ne faites pas ça, c'est de l'exclusion. Donc on doit pouvoir mettre en place un système où les plus nantis
vont payer pour les moins nantis. C'est ça la solidarité dans le pays. Et l'État va apporter sa contribution. Donc c'est l'essentiel de ce que les gens ont eu à dire. Les terroristes empruntent des routes. Je n'ai pas dit des routes, des circuits. Et les circuits, ce sont ces peuples, les connexions entre ces peuples-là. Ce n'est pas des routes tracées comme ça. Ce n'est pas la définition qu'il faut prendre. Puisque vous demandez que l'État aille contrôler ces routes. Ce n'est pas des routes qui sont tracées. C'est des circuits qui existent. Et ces circuits sont liés à l'établissement des peuples qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières. Bon, les retardataires, les 3 retardataires, je n'ai pas mis leur nom, excusez-moi, à part Arimi Tchoubare, j'ai mis premier retardataire, deuxième et troisième retardataire. Parce que j'ai été contre qu'on leur donne la parole. Il y a le premier retardataire, c'est M. Axel. C'est lui qui m'a parlé de terroriste là. Pascal Kassa, le troisième. Oui, j'ai dit, je me suis refusé à écrire leur nom parce que j'ai été contre qu'on passe la parole aux retardataires. C'est une forme de stigmatisation. Oui, non, c'est pas une forme de stigmatisation. Le retard a un facteur de corruptibilité. Donc, le retard a un facteur de corruptibilité. Donc, le retard donne l'impression à nous autres qui sommes là qu'ils ont plus à faire, ils ont des choses plus importantes à faire que nous qui sommes là depuis 8h15. Donc, je suis contre le retard. Je suis un peu dur vis-à-vis du retard. Excusez-moi, mais cela ne m'empêche pas de répondre à vos questions. Il a dit de lui donner une définition du terrorisme. Monsieur Tchoubare Arimi, si vous étiez là, vous allez entendre ce que j'ai dit. Il n'y a pas de définition. Le terrorisme, là, chacun lui donne le contenu qu'il veut. Celui qui est combattant de la liberté, quelque part, on l'appelle terroriste. Ben, lui se dit combattant de la liberté. J'ai comparé même le terrorisme entre les États-Unis de 2001, après les attentats, à nos jugements de la Criette sur les terroristes d'ici. Donc vous voyez, chacun donne au terrorisme la définition qu'il veut. Quoi qu'il en soit, c'est Jacques Baud, qui est un Suisse d'ailleurs, il a écrit un livre sur le terrorisme qui nous dit que, quel qu'il soit, comme c'est une forme de défiance aux politiques et aux États, il faut le combattre, quel qu'il soit le terrorisme, que ce soit celui de la Criette ou celui des États-Unis ou celui d'autres, des combattants de la liberté, il faut le combattre. Le thème est apparu pendant la Révolution française, après la chute de Robespierre. Oui, et ça a évolué jusqu'à maintenant. Mais les gens l'ont vaincu. En Corse, ils ont connu le terrorisme là-bas jusqu'à ce que ça se stabilise. Comment ils ont procédé pour que la Corse soit aujourd'hui stable et tranquille? L'Afrique a des exemples de par le monde pour pouvoir quitter ce fléau et penser son développement. Sinon, c'est un facteur qui freine notre développement et qui freine la sécurité dans la sous-région. Je vous remercie.